Bonjour à tous. Il a fait l'essentiel de sa carrière dans le journalisme et les médias. Il s'est reconverti il y a 10 ans en politique. Il est aujourd'hui eurodéputé, vice-président du Nouveau Centre et de l'UDI. Jean-Marie Cavada, bonjour. Bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ce matin, on l'a appris, l'agence Standard & Poor's a décidé de maintenir la note de la dette de la France, tout en jugeant que les scénarios français en ce qui concerne la réduction du déficit public étaient trop optimistes. Est-ce que c'est donc une nouvelle à prendre avec des pincettes? Bah oui, je pense, parce qu'il y a deux choses qu'il faut dire. Le nouveau gouvernement Valls, objectivement, témoigne d'une bonne direction. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Et d'ailleurs, mes amis politiques sont tout à fait d'accord là-dessus. Quand il y aura dans le projet de loi budgétaire, de loi de finances, des chapitres qui méritent d'être soutenus, nous les voterons. Par conséquent, la France est dans un tel état qu'il faut faire les choses sérieusement et sortir de l'idéologie et des castes. Mais si cette direction est bonne, en revanche, c'est totalement insuffisant. Le premier pas qui vient d'être fait, c'est-à-dire la recherche de 50 milliards d'économies sur plusieurs années, et c'est sans doute ce qui motive le stop and go de Standard & Poor's, qui dit vous êtes dans la bonne direction, mais vous êtes quand même un peu trop optimiste. Les prévisions pour 2015 me semblent acceptables raisonnablement, mais pour 2016 et 2017, je crois qu'elles sont beaucoup trop optimistes. Il y a une raison simple. Il y a une raison simple, c'est qu'aussi longtemps que la France n'aura pas fait ces réformes profondes que l'Allemagne a fait en 2003, nous n'aurons pas de compétitivité, nous ne produirons pas de richesse et nous serons déficitaires. Alors, je voudrais revenir sur plusieurs points. Tout d'abord, juste le dernier, quand vous parlez de l'Allemagne, on a l'impression que de toute façon, quels que soient les scénarios que l'Allemagne adopte, il faut les reproduire en France? Non, pas du tout. C'est pas une germanomania. Non, non, pas du tout. Mais c'est parce que tout simplement, l'Allemagne a été dans une passe très difficile il y a une vingtaine d'années. Souvenez-vous, la dernière campagne électorale d'Helmut Kohl, il disait l'Allemagne n'a pas vocation à devenir le Club Med de l'Europe. C'était un endroit où on travaillait plus. Et c'était vrai. Le vendredi à midi, vous téléphoniez à Berlin, les autoroutes étaient pleines, les bureaux étaient vides. Et donc, ils ont fait de profondes réformes, réforme de tout le système qui organise le travail, les relations économiques et sociales, et ils ont fait un bond en avant. 3 ans plus tard, le commerce extérieur était équilibré, et après il est à des sommes astronomiques, plus 157 milliards par rapport à nous. Donc c'est pas parce que c'est l'Allemagne, c'est parce qu'ils ont eu le courage de faire des réformes. Alors, vous parlez de vos amis politiques qui ont pour l'instant l'air de soutenir le pacte de responsabilité de Manuel Valls. En tout cas, encore une fois, c'est en demi-mesure. Par exemple, Chantal Jouanneau a annoncé, elle, qu'elle ne voterait pas ce pacte en l'état. Quelle est votre position? Oui, moi j'ai la même. C'est une position assez collective. J'ai la même. Je pense qu'il ne faut pas faire une opposition systématique à une bonne direction de gouvernement. Si le gouvernement s'engage dans une bonne direction, il faut aider. Mais il faut aider quoi? Il ne faut pas aider des mesures insuffisantes. Il faut aider dans ces mesures ce qui est responsable et qui va aider la France à ressortir un petit peu la tête hors de l'eau. Et encore une fois, l'UDI a présenté son contre-pacte et passe de 50 à 80 milliards d'euros d'économies. Et là aussi, c'est réaliste à votre avis, puisque vous parlez des scénarios français qui sont réalistes ou pas, optimistes ou pas? Je crois qu'il y a deux choses. Il faut faire des économies. Et deuxièmement, il faut réduire la dépense publique. Quel est le gros de la dépense publique aujourd'hui? Elle est sur les fonctionnaires territoriaux notamment. Et il faut continuer à faire maigrir les administrations centrales, tenir compte de la révolution informatique, ce qui n'a pas été partout mis en place, et entrer dans un champ de restriction. En 1980, il y avait 2 400 000 fonctionnaires des 3 fonctions, État, collectivité locale et profession de santé, en France pour gérer 55 millions d'habitants. 30 ans plus tard, il y a 5 600 000 avec les vacataires, fonctionnaires en France dans les 3 catégories toujours. Est-ce qu'on est passé de 55 millions à 110 millions, le double, puisqu'on a doublé le nombre de fonctionnaires? Non. Vous voyez bien qu'on n'a pas été raisonnable. On a fait n'importe quoi. Pour terminer, vous êtes candidat aux élections européennes. On voit que le Front National prend clairement la 3e position, si ce n'est la 2e selon certains sondages. Quel sera votre champ d'action pour justement accéder à cette 3e place très demandée? C'est une question très grave en effet, parce qu'il ne s'agit pas de voter contre le gouvernement, contre la grogne française, contre ce qui ne va pas en France. Il s'agit de voter oui ou non pour poursuivre la construction de l'Europe. C'est-à-dire que... Ce n'est pas un vote local. C'est pas un vote français. C'est pas un vote local, exactement. C'est pas un vote local, c'est même pas un vote national. La question, elle est au pied du mur. C'est simple. Pensez-vous que la France et l'Europe aient un avenir si nous ne nous organisons pas collectivement dans la mondialisation? Évidemment non. Le repli sur soi, c'est une catastrophe pour le chômage,
pour les finances et pour l'argent des ménages. Si on sort de l'euro, 30% de dévaluation à peu près, étant donné la pitoyable gestion de nos finances publiques, ça veut dire qu'on va perdre 30% de pouvoir d'achat. Ce n'est pas les riches qui vont perdre le plus, parce que comme disent les Chinois, quand les riches maigrissent, c'est les pauvres qui meurent. Mais les classes moyennes et les classes très modestes, elles vont perdre un gros pouvoir d'achat. 5 heures de travail. Un billet de 50 €, 5 heures de travail actuellement. Si vous dévaluez de 30%, vous travaillerez 5 heures, mais vous ne toucherez plus 50 €, vous en toucherez 33. Il y a quelqu'un qui veut faire ça, en tout cas pas moi. En tout cas, on sait que les citoyens européens sont quand même tentés par justement le vote extrême. Comment est-ce que vous faites pour vous faire une place et proposer un scénario qui leur paraisse viable? Je crois que le moment est venu de parler très clairement. Ce qui ne va pas en Europe, c'est pas l'Europe, c'est les États impécunieux, ceux qui ont fait n'importe quoi, au sud de l'Europe, nous y compris. Et l'Europe est nécessaire, pourquoi? Vous incluez la France dans ces États du Sud? Naturellement. Ben regardez, pratiquement 1900 milliards d'endettement sur les marchés financiers, qu'on ne vienne pas me parler de souveraineté. N'importe quel spéculateur qui veut s'attaquer au franc, si nous quittions l'euro, et on est mort, on est écroulé. Par conséquent, il faut un bloc européen pour garantir notre avenir et aussi lancer un emprunt européen. L'Europe peut, par la Banque européenne d'investissement notamment, ou d'autres solutions, lancer un emprunt pour les métiers nouveaux. On n'a plus fait de grandes inventions scientifiques sur le territoire européen depuis plusieurs dizaines d'années. Ça veut dire qu'on est en train de sacrifier les métiers d'avenir pour les 10 prochaines années notamment. Et ça, c'est pas... Il faut se ressaisir et créer un continent qui soit économiquement offensif pour arrêter le chômage, parce que le cancer de tout ça, c'est le chômage d'abord, et d'abord la crise. Oui, on sait donc que les questions économiques sont au cœur du débat. Certains réclament par exemple la création d'un poste de ministre de l'économie et des finances dans la zone. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée ou ce serait au contraire rajouter une position bureaucratique au sommet? Non, la première idée, vous avez raison, la première chose à faire de toute urgence en Europe, c'est de donner un gouvernement à la zone euro et un gouvernement d'abord des affaires économiques, du contrôle des banques financières, c'est ce qu'on appelle actuellement, c'est le paquet Barnier, même s'il déplaît à beaucoup de banques, il y a peut-être des choses qu'il faut ajuster en effet. Très controversé. Très controversé, oui, mais écoutez... Par les banques françaises. Par les banques françaises, pas que françaises, la City aussi, mais c'est peut-être pas un si mauvais signe que ça, d'ailleurs, qu'elle soit controversée, parce que ça veut dire aussi qu'il a touché à la question, que si une banque est faillie, c'est pas le contribuable qui va la renflouer, ce sont les actionnaires. Hein, et donc ça, je crois que c'est moral. Et puis, il y a une deuxième chose, il faut qu'un gouvernement s'occupe de l'économie pour la rendre plus convergente, de la monnaie, il faudrait faire baisser un peu l'euro, un peu plus. L'euro, au départ, il a été conçu pour être équivalent au dollar. Une troisième chose, il faut entamer un long chemin de plusieurs années de ce que j'appelle le serpent fiscal, c'est-à-dire réduire progressivement chaque année les différences entre les fiscalités les plus faibles et les fiscalités les plus fortes dans les pays, à commencer par les entreprises, de façon à créer, je dirais, de l'argent pour pouvoir investir. Et puis avoir un peu partout une régulation fiscale qui soit à peu près équivalente dans un pays de l'Union ou dans un autre pays de l'Union, ce qui stopperait les délocalisations internes. Il faut s'attaquer à tout ça, il faut un ministre et même un gouvernement de la zone euro. Merci beaucoup Jean-Marie Cavada. Merci à vous. À bientôt. Merci.